La vidéo sur, comme promis, sur le bouquin de Bégodeau. Alors, ah, Jamais, en 5 heures de discussion, les mots capital ou capitalisme ne viendront aux lèvres de M. Bégodeau, que nous appellerons B dans cette vidéo, observe juste que M partage avec leurs compagnons de table républicains, et donc libéraux, la constance dans l'évitement du dit mot capitalisme. On croirait presque que leurs colifichets verbaux sont autant de fausses pistes aiguillant vers de faux problèmes, dans l'unique but de perdre de vue le dit mot. Complotisme, François, complotisme. Quel mot alors? Consumérisme, nihilisme, populisme, fascisme, bougisme, précautionnisme, individualisme, mondialisme, technocratie, administration, bureaucratie, tout substitut au mot interdit et bienvenu. Tout diagnostic est possible à part celui-ci, tout sauf capitalisme. C'est la règle du jeu de cette soirée taboue. J'avais annoncé un compte-rendu sur les 2 derniers essais de François Bégodeau dans ma vidéo sur le livre d'Éric Toussaint. Vidéo que je vous conseille de regarder, bien entendu. Mais il y a déjà eu beaucoup de vidéos intéressantes sur les 2 livres. Je tenais quand même à partager quelques passages dont les sujets sont moins traités et qui le méritent. Quand il est interpellé en public par un animateur, un chroniqueur ou autre, et qu'il est mal interprété, B répond du tac au tac, sans prendre de gants. Il prend le parti que la mésinterprétation est peut-être voulue et, dès lors, dans les médias, il renvoie la balle à toute vitesse et ne craint pas de déplaire. Je ne serai peut-être plus invité, mais tant pis. En privé, il semble plus calme. Pas plus accommodant, mais plus ouvert à la discussion. M, l'interlocuteur de B, bénéficie de sa patience. Ils ont des heures devant eux. S'il le faut, traînons. S'il le faut, tournons autour du pot. B aime bien traîner. Il termine d'ailleurs le livre par un lent égrenage d'heures passées à chercher, ou ne pas chercher, une chambre d'hôtel dans les rues de Lyon. Dans cette dernière partie, B se souvient de ses limites, de sa mortalité, nous souvient de notre mortalité, et des affects qui nous motivent, c'est-à-dire qui nous meuvent, qui nous mobilisent, nous rendent mobiles. B croit qu'il ne convaincra pas M, ni Raphaël Enthoven, ni Alain Soral, ni n'importe quel libéral autoritaire. Oui, pour B, libéral est à coller un adjectif consubstantiel, autoritaire. B démolit toute tendance à l'identitaire par le fil de sa logique. Une logique qu'il craint inaccessible aux affects de M, comme de tout libéral. Ce qui n'empêche pas B d'accepter ou d'envisager de parler avec tellement tout le monde qu'il s'en prend plus souvent qu'à son tour sur le dos les bobos, quelques gauchistes, l'ultra-gauche, les antifas. Puisque pour un antifa, on ne parle pas avec un fa, un faf. On ne le regarde même pas dans les yeux. A fortiori, on ne boit pas de verre avec lui. Un antifa ne prend pas l'ascenseur avec un électeur du RN. Un antifa n'a pas de fa pour voisin. Un antifa n'utilise pas la note fa de sa flûte dont il sait jouer pourtant très bien. Et si l'antifa découvre qu'un de ses proches a respiré le même air qu'un fa, il cesse de le fréquenter, c'est tout juste, s'il l'a jamais connu. Quant à B, il reconnaît les fa. Il possède suffisamment d'antennes politiques pour cela. Il n'adhère pas avec eux, mais il a appris à prendre au contact. Répétant douteusement qu'il n'est d'aucun camp, d'aucune caste, qu'il est un électron libre comme l'air, M, à son insu ou non, et pour autant qu'extrême droite a un sens, se révèle d'extrême droite. Là-dessus, mon nez n'a aucun doute. Cette certitude olfactive ne m'éjecte pas de ma chaise, comme elle éjecte maintenant de la sienne un camarade alcoolisé. Dans une demi-heure, un autre m'enjoindra gentiment, puis moins gentiment, d'arrêter de discuter avec, je cite, ces salopards. Puis, voyant que je persévère dans le péché, quittera notre tablé hétéroclite en me gratifiant du même compliment. Comme les 3 qui l'imiteront, ce camarade ne se serait pas offert une telle sortie s'il m'avait vu trinquer avec 2 jeunes macroniens en chemise slim bleu ciel. Il les aurait chambrés, mais pas boycottés. Dans son esprit est donc clairement tracée la ligne rouge au-delà de laquelle prendre langue est une faute morale. En partant sur ses grands chevaux, le camarade anarchiste ratifie le cordon sanitaire que le libéral s'honore de tendre entre lui et l'extrême, campé juste à sa droite. Quant à moi, je ne vois pas plus d'indignité à discuter avec un raciste qu'avec un libéral revendiqué. À la fois parce que la distinction entre eux n'est pas si nette, ce que le présent livre s'en va démontrer, et parce que je sais, hélas, trop bien, que discuter n'engage à rien. Je pourrais discuter avec Michel Fourniret, voire avec Xavier Niel. Pour B, un libéral vaut autant qu'un identitaire. En fait, l'un se nourrit de l'autre. C'est sans doute ce qui distingue le plus B des antifas qui, eux, ne semblent pas éprouver la même allergie au libéralisme que lui. Pourtant, B n'accuse pas les libéraux d'être des bleus-bruns. Simplement, B observe l'histoire. Et il a vu, comme moi, que ce sont les libéraux qui exploitent depuis 200 ans la classe ouvrière. Mais il a aussi vu qu'en 1799, les libéraux ont préféré l'Empire à la République,
qu'en 1848, ils ont encore trahi la République parce qu'elle risquait de devenir sociale, et ont préféré un autre dictateur, qu'en 1871, en 1871, ils ont préféré les Prussiens aux communards, qu'en plein d'autres occasions, ils préféreront l'extrême droite à toute pente de gauche. Et ça, ce n'est que pour la France. Mais on pourrait parler de la République de Weimar contre Rosa Luxembourg, ou des alliances bourgeoises avec Mussolini, des démocrates des États-Unis en 2016 qui firent tout pour perdre Sanders, des négociations avec Hitler plutôt qu'avec Staline, cornélien mais déterminant, mais aussi de 70 ans de droite autoritaire, 70 ans. En Colombie, de Bolsonaro au Brésil, et avant cela des putschs contre Goulard, toujours au Brésil, ou Allende au Chili. Ils préféreront même Eltsine à Gorbatchev, etc., etc. L'histoire prise dans ses faits, dans sa réalité, montre de manière indécrottable que le libéral préférera toujours risquer la démocratie si son intérêt, sa propriété, son profit en dépendent. Pour M, cependant, le réel n'a pas d'importance. Quand il s'inquiète du totalitarisme technologique, M ne dénonce pas les GAFAM, ce serait trop beau, mais bien la possibilité pour les femmes de faire un bébé sans père. Rien sur les chantiers transhumanistes financés par Google, les saloperies intelligentes auxquelles nous sommes enjoints de déléguer nos vies, le trafic des données livrées au gré des 5000 heures annuelles, que les premiers pas moins inféodés que d'autres à cette époque qu'ils prétendent détester, enracinés d'opérettes, gaulois de Los Angeles, offrent à la machine. Seul compte pour M les mots qui portent des idées, même si celles-ci sont hors sol, sans consistance. La France, la tradition, la nation, le nationalisme, l'identité, l'enracinement. M ne définit pas. Il pose. Comme un libéral poserait la mondialisation, la république, la liberté, la tolérance ou l'islamo-gauchisme, comme beaucoup d'autres monismes. Tout cela, tant pour les identitaires que pour les libéraux, ce ne sont que... Pardon, ce sont des idées. Dès lors, il n'y a rien de plus cohérent que les questions que B pose aux identitaires qui voient de l'inamovible dans une France dont ils regrettent sans cesse qu'elle ne se ressemble pas, et n'est donc pas si inamovible que ça. De même que B, mais pas dans ce livre, pose que la démocratie dont se réclament les libéraux ne s'identifie pas au vote que ces derniers sacralisent, alors que le vote est, selon B comme selon moi, un des actes les moins politiques qui soient. De même, la liberté des libéraux n'est pas la liberté toute nue. Il y a quelques jours, l'actuel président du Parti libéral belge, MR, se posait la question de la fondation de son libéralisme. Et il l'associait à la contrariété rencontrée par une marchande, sa mère, à qui des syndicalistes avaient un jour imposé un jour de grève, et donc la fermeture de son magasin. Pauvre femme, pauvre commerçante, peut-être. Mais plus révélateur est la fondation du libéral. La liberté, pour un libéral, ce n'est que, et c'est entièrement la liberté d'entreprise. Et si la liberté est celle de circulation, c'est avant tout celle des marchandises et de ce qui va avec. Avant tout. Avant la liberté d'expression ou la liberté de penser, en réalité, même s'ils s'en revendiquent. Mais liberté d'expression et de pensée auxquelles ils ont posé de larges plots, limites, frontières indépassables, qui ne leur permettent plus de considérer le réel. La liberté, pour le libéral, c'est celle de faire du profit. Et donc d'exploiter en amont le travail d'autrui. Je rends la parole à B. Liberté, comme chaque mot écran du lexique libéral autoritaire, est fait pour ne pas être clair. Un mot destiné non à dire, mais à ne pas dire. Et ainsi, page 39-40. Le contrebandier de la liberté d'expression n'escompte pas qu'on voit l'appauvrissement méthodique des services publics, les maladies du travail des caissières, la mainmise de 3 multinationales sur le commerce des semences, l'esclavagisation des chauffeurs Uber, ou tiens, la forte proportion de musulmans parmi les 10 esclaves. Mais l'islamisation de la France, que certains refusent de voir, persistant dans le déni, cette maladie endémique de la gauche angélique et donc de moi, champion de l'angélisme notoire, bonnet, bisounours. Et oui, le réel c'est le truc en plus, et pour l'idéaliste, le truc en trop. Et de fait, pour éviter de parler du réel, le libéral, d'un problème matériel fait un problème moral. Désolé, mon JM, ici c'est de Comte Sponville que B parle et il le démolit en règle, puisque la liberté de Comte SpongeBob, c'est le choix héroïquement libre de faire mes courses sans masque qui revient à mettre en danger les caissières auxquelles leurs patrons n'ont pas laissé le choix libre de s'exposer ou non à des individus ayant librement décidé de leur positionner dessus en réglant leurs courses. C'est au nom de l'idée malheureusement que l'autorité est défendue même depuis des lieux improbables. L'élève a 2 compétences, s'asseoir et se taire. Un bon élève est un élève qui ferme sa gueule. Il l'ouvrira quand il sera prof, s'il n'a pas pu mieux. En attendant, c'est à lui d'en chier, comme au service militaire, qui avait du bon, qui soudait la nation. Faire ses classes, être en classe. On n'apprend pas sans douleur, qu'est-ce que tu crois? Éructe le vieux grognard. Moi, ma mère, si ça rentrait pas, elle me foutait une torgnole. Eh ben, je peux te dire que la tirade de Cyrano à la fin, je la connaissais par cœur.
Et je la connais encore. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. Et maintenant, ils viennent nous casser les couilles et interdire la fessée. Non mais franchement, on n'est pas en Suède, la preuve, on est en France. Circularité toujours, la langue autoritaire porte, produit, exprime, redouble une pensée autoritaire dont l'opération paradigmatique est comme de juste un rappel à l'autorité. La langue autoritaire soutient et se soutient d'une pensée autoritaire qui veut des maîtres. Car il n'y a plus de maîtres, déplore Ferry, chante Sardou, peste Bolloré par le canal de ses chaînes. Au fond, pour l'idéaliste hors sol, il faut surtout qu'on ne sache jamais exactement de quoi on parle. Ce ne sera jamais prolétaire, mais peuple, voire petit peuple pour reprendre Onfray. Ce ne sera jamais capitalisme, mais système. C'est pas possédant, mais élite. Ici, on gagne à repartir de Blanquer, agent de cohésion du bloc autoritaire. Repartir de sa tenue républicaine exigée, car en réponse pleine de fermeté et d'autorité à l'écourtement des jupes lycéennes. Sortie risible mais édifiante. Édifiante est l'équivalence produite par torsion de l'expression usuelle entre correcte et républicaine. Elle fait voir que l'espace républicain recouvre l'ensemble de ce qui est correct, à la fois les règles de la civilité mais aussi l'ensemble des lois. Les lois de la République, invoquées à gogo par les politiques, relèvent du pléonasme. Si la République c'est la correction, elle n'est pas un système politique donné qui a son histoire et ses limites, mais l'autre nom de la loi, voire l'autre nom de la norme, l'autre nom de l'ordre en place, signifiant évidé. République est le coup de trompette d'un rappel à l'ordre. Une sortie non moins comique de Darmanin précise ce qu'il s'agit en priorité de protéger dans cet ordre. Les casseurs cassent la République, assène-t-il un soir de manif. On avait cru que les Black Blocs cassaient des vitrines. En fait, ils cassent la République. La synonymie est posée. La République, c'est les vitrines. La correction première, la loi des lois de la République est donc de respecter les vitrines des commerces, CQFD, où l'on se souvient que c'est un Premier ministre encore moins de gauche et toujours prompt à déclarer son amour à l'entreprise qui a systématisé l'usage combinatoire de République. Dans les transes oratoires du Divals, République est la scansion rythmique d'une injonction à se plier, à respecter, c'est-à-dire à obéir. La profération fétichiste du mot République est une démonstration de force. Elle rappelle non que force doit revenir à la loi, mais que le privilège d'écrire la loi revient à la force. Le refoulé colonial qui affleure dans Territoire perdu, dans Barbare, dans Ensauvagement, relève moins du racisme que de la nostalgie de l'autorité impériale, qu'elle se soit exercée sur des jaunes, des noirs, des forêts, des sols, des tigres. On sait que l'Europe n'a pas colonisé par racisme, mais que le concept de race a été forgé pour légitimer après coup la violence coloniale. Ce qui est premier, c'est la conquête, c'est notre patrie qui, sur tout continent, fait sa loi. Dans l'État fort que réclament les républicains de tous bords, c'est l'adjectif qui compte. Dans souverainisme, c'est souverain qu'on doit entendre, connotation monarchique comprise. Un autre passage, page 93. J'écris trop vite que l'autoritaire nie le réel, dans sa version sobre, régulière, poliment identitaire, modérément extrême, extrêmement centriste. Dans sa version républicaine, enfin, l'autoritaire nie une modalité du réel qui est le réel social. Du social, l'autoritaire a une idée vague qui le contente. Pour lui, le social est un genre de réalité, comme il y a des genres de musique ou des genres de fringues. Le social est aussi une catégorie de problèmes que traite une rubrique spécifique du JT entre sport et faits divers. Vient alors le temps où le leader autoritaire, Valls, juge urgent de monter à la tribune de l'Assemblée dite nationale pour agonir la sociologie qui excuse le terrorisme à force de l'expliquer. Il le fait avec une telle rage qu'on croirait que la sociologie l'insulte personnellement. Pourquoi donc se sent-il visé? Non moins hargneux, les lieutenants du leader jettent à la gueule du sociologue le cas d'un jeune blanc de la classe moyenne normande parti faire le djihad en Syrie. Ce cas ne disqualifie-t-il pas définitivement les chercheurs d'excuses du CNRS? Si la sociologie explique tout par la misère, qu'expliquera-t-elle quand il n'y a pas de misère? À rien. Messieurs les sociologues, vous ne servez à rien. Vous ne servez que la cause des terroristes. Bientôt, vous ne leur fournirez pas que des excuses, mais aussi des armes. Bon mot. Vous êtes en quelque sorte des ennemis de l'intérieur. Vous êtes le parti de l'étranger. La sociologie, c'est l'anti-France. B revient sur cette question, page 134, pour rappeler que la sociologie combat la psychologisation des conflits et montre les limites de la liberté individuelle face à la structure dans laquelle l'individu n'a pas le choix de s'inscrire. Une lecture de libéralisme naturellement marchand ne passera peut-être pas facilement aux oreilles de quelques diplômés dans mon genre, mais elle fait du bien à lire. Je vous la livre toute brute. Au commencement ne s'activent pas plus des mondialistes que des sans-frontiéristes. Au commencement, il n'y a pas d'idées. Les détenteurs de capitaux n'ont pas d'idées a priori. Ils n'ont que des idées a posteriori, formées pour justifier leurs manœuvres boutiquières. Il n'y a pas de sans-frontiérisme. Il y a que le marchand veut écouler sa camelote.
Pour ça, il a besoin d'un marché. Si la demande intérieure baisse, il lorgne sur le marché d'à côté et se démène pour qu'il s'ouvre. Remettons l'envers à l'endroit. C'est parce qu'il a besoin que ces marchandises passent les frontières qu'il prône leur ouverture, ralliant au passage sa voracité planétaire en ode au nomadisme, à l'ouverture, au progrès, à la 5G. Pour multiplier les consommateurs, les marchands les chopent par les besoins, puis les besoins étant limités, ils en inventent, transforment des luxes en besoins, transforment des besoins en désirs, agrémentent leurs étalages, suréclairent les tomates, climatisent les galeries commerciales, customisent la virée chez Auchan, vendent l'achat autant que l'objet acheté. En un mot, valorisent la consommation jusqu'à upgrader les courses en shopping, et le shopping en loisirs, et les soldes en événements, et le Black Friday en Black Friday. Dans tout ça, le consommateur n'est pas plus décisionnaire que l'héroïnomane rendu accro par les premières doses au rabais. On l'a jour après jour intoxiqué, sachant bien que le toxico est le consommateur idéal. Il revient toujours et on peut tout lui faire gober. Et donc, pour revenir sur l'idée principale de ce passage, rappelons que le premier réflexe du marchand est protectionniste. Protectionniste pour soi et opposé aux protections des autres. il n'y a qu'à voir les empires coloniaux qui ne pouvaient négocier qu'avec la métropole. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains ont mis les Anglais dehors et non pour fonder la démocratie. Et on trouve encore pourquoi le capitalisme a besoin de la puissance étatique. Il faut bien qu'un truc structure le marché pour empêcher que ça tourne au massacre général. Et pour ça, il faut notamment payer et gérer le million de profs en France chargés de préparer la jeunesse à la discipline du salariat. Si j'étais libéral, je voudrais bien être fournisseur du prince et m'assurer de le rester. Et tant qu'un autre ne l'est pas, c'est moi qui le suis. Je construirais des barrières autour du palais pour m'assurer de sa clientèle, et je m'assierais sur les principes de la concurrence libre et non faussée. Mais si c'était pas moi le fournisseur du prince, je serais pour l'abattage des barrières, évidemment. S'il le faut, je jetterais des caisses de thé à la mer, j'enverrais une canonnière dans le Yangtze, un destroyer dans le Tonkin, je forcerais la Chine à consommer de l'opium, je déclencherais la Première Guerre mondiale. L'État est à mon service. Le libéralisme n'est pas contre l'État si l'État lui est utile. Lui ouvre des marchés ou l'aide à supprimer la concurrence. On réclame la concurrence non faussée quand on n'est plus assez fort pour la fausser. C'est bien pour ça que l'Union européenne est pour la concurrence libre et non faussée. Devenue moins forte que les USA et la Chine, il faut bien qu'elle compense par des motivations d'apparence morale. Au passage, B fait bien de dire encore que la paix durable en Union européenne où les libéraux voient la justification du libéralisme ne justifie rien du tout. L'Union européenne n'a pas supprimé la guerre, elle l'a délocalisée. Elle la sous-traite à des gouvernements locaux, à des boîtes de sécurité, à des mafias locales, des mercenaires, des trafiquants à tête d'imams. Ouais, le libéralisme n'a pas de débouché autoritaire, il est substantiellement autoritaire. Je reviens sur la notion parce que Macron, Dijsselbloem aux Pays-Bas, Boucher en Belgique, les libéraux italiens, espagnols, grecs, allemands et tous les autres ont tous à la bouche l'illibéralisme de Boris Johnson, de Viktor Orban ou des conservateurs polonais. Mais la réalité est malheureusement beaucoup plus prosaïque. Derrière leurs airs cool, les libéraux pas illibéraux sont tout aussi autoritaires que les libéraux illibéraux. Si pour garder la propriété au sec, il faut faire charger la troupe, on fera charger la troupe! Le clivage libéral-illibéral est une fausse contradiction de plus inventée pour noyer la vraie. Une malversation lexicale, dirait Gramsci. Bolsonaro et ses semblables sont encore plus pressés que les autres d'accomplir l'agenda libéral du démantèlement des services publics à la baisse des allocations de chômage, en passant par la criminalisation des syndicats. Je nuancerai ce propos de B. Pour moi, Bolsonaro n'est pas plus pressé que Trudeau ou Biden. Ils ont le même désir d'aller, et si possible, vite. Macron l'a d'ailleurs montré, qui a fait éborgner et mutiler les gilets jaunes par paquet de 10. B résume parfois d'une formule une réalité qu'il montre dans les restes de ses pages. Par exemple, les libéraux bontins affichent leur détestation de Trump parce qu'il est leur vrai visage. Ou encore quand il dit qu'entre libéralisme et nazisme, il n'y a pas équivalence mais compatibilité. On voit encore cette conciliation des droites un peu plus loin quand il rappelle qu'il n'y a pas de pays plus abouti en termes de capitalisme que la Chine. Oui mais, et la bourgeoisie de gauche, camarade? Ah mais justement, dirait Lordon, je suppose que par bourgeoisie de gauche tu veux dire social-démocratie? On n'en fera pas d'histoire ici, mais regardons Julien Drey qui collectionne les montres ou Paul Magnette qui, responsable d'un parti, passe tellement de temps à cela qu'il en a le temps d'écrire un livre sur son hobby boulanger. Elle est cool, la social-démocratie, mais n'en est pas moins contre la réduction du temps de travail en France comme en Belgique. Je ne les vois pas se battre contre les inégalités face à l'impôt des sociétés entre les grosses entreprises internationales qui n'en payent pratiquement pas et le tenancier de mon côte à frites préféré qui lui est tenu à l'entièreté de ses contributions. Le social-démocrate a remplacé la dame patronesse quand il promeut la morale.
l'exemplarité qu'il ne pratique pas, et surtout la charité des télétons qu'il a fini de confondre avec la solidarité une fois les caisses de l'État exsangues. Le même social-démocrate enjoint à la victime des injustices à se ranger derrière la justice, mais la justice ne fait qu'appliquer le droit en place, droit qui est de droite, et donc justice qui est conservatrice. La politique ne demande pas l'application des lois, mais de nouvelles lois. Donc, si nous voulons faire de la politique, nous devons produire un nouveau droit et ne pas le réclamer, bien entendu. B va jusqu'à assimiler Vincent Lindon et Juan Branco dans une commune confusion dans laquelle ils se réduisent tous les deux. Pensant le premier qu'il y a un défaut de management dans le sommet, le second qu'il fut un temps où le pouvoir ne corrompait pas. Incompétents ou malhonnêtes, les élites, cool ou pas, n'ont pas trahi les gilets jaunes. Ils n'ont pas trahi, non, ils n'ont pas trahi. Mais non, ils n'ont pas trahi, ils ne se sont jamais engagés à rien en leur faveur. Les technocrates des cabinets sont parfaitement loyaux aux intérêts de leur classe. On ne trahit pas quand on s'assume de l'autre bord, comme le préfet l'allemand. Et il est bien temps, camarades, que nous réalisions que nous avons face à nous non pas des ennemis, mais des adversaires de classe. Cela dit, camarades, ne t'étonne ni ne t'offusque de ceci que nombre de leaders ouvriers sont des bourgeois sincères. Ce n'est pas une contradiction, et ce ne sont pas les mêmes bourgeois de gauche que B critique à longueur de l'histoire de ta bêtise. Non. Les bourgeois leaders sincères de la classe ouvrière expriment la réalité et proposent des changements dans la réalité. Du réel, de la socialité du réel humain, tel B, tirons une positivité. B en conclut avec un de ses amis que le refus de la socialité du réel, de la pensée sociale, des sciences sociales, ce refus est consubstantiel à la pensée libérale, qu'il n'y a de politique que sociale, qu'il n'y a de politique que de gauche et que tout le reste est police. Partant, la politique, c'est déjà la question du travail rémunéré. La fusion libérale-autoritaire du travail et de l'emploi est le fait nodal de notre vie sociale. Ce sont les instances de valorisation marchande qui établissent d'autorité que préparer un dîner pour ses enfants ne mérite pas salaire, alors que tourner une pub pour des nouilles en mérite un. Tirer une boîte de thon d'un rayon de Monoprix n'est pas un emploi. L'y ranger en est un. Mal payé, mais payé. Tailler la haie qui borde mon jardin n'est pas un emploi, à moins que j'en charge un professionnel nommé jardinier ou paysagiste par un diplôme obtenu en échange d'heures de formation tarifée. De cette profession, le jardinier tire de l'argent dont il dédiera une partie à acheter le pain, dont il dédie la confection à un boulanger, lequel achète sa farine à un grossiste qu'il a fabriqué à partir du blé acquis après d'un céréalier de la Beauce, qui de la transaction tire un bénéfice qu'il reverse en partie à son actionnaire anglo-danois. Je ne m'étendrai pas sur son autoportrait social à partir de la page 214. Il mérite le détour, cela dit, mais en entier est trop long. Il est l'occasion de revenir encore sur la socialité du réel de manière très profondément intimiste. Je ne m'étendrai pas plus sur les 2 ou 3 éléments avec lesquels je ne suis pas d'accord, juste pour dire que ce ne sont pas 2 pages sur 300 qui me sépareront de B. Je ne m'étendrai pas plus sur la conception du débat de B qui rejoint celle de Lordon et celle de Bourdieu, ni sur les sujets des débats de merde qu'il abat aussitôt d'un refus de rentrer sur le terrain de la bourgeoisie. Il nous invite à la suite de Friot à cesser de prendre les mots de la bourgeoisie pour nous exprimer. Il rejoint Acrimed ou les auteurs de La guerre des mots, édité aux passagers clandestins que je viens de m'offrir et qui a l'air bien. B démolit aussi toute possibilité de réparation des crimes du libéralisme en dehors de la destruction, dit celui. Et tant est qu'il n'est pas utile de se bourrer le mou de l'intersectionnalité tant qu'on n'aura pas posé que la cause première à abattre, c'est cette économie de marché libéral, qui n'est pas utile de revendiquer, mais de prendre. Et il établit une belle liste de prises dont je me réjouis de ne pas vous priver. Nous avons pu la marche des femmes sur Versailles. Nous avons pu la Constitution de 1793. Nous avons pu la conjuration des égaux dont l'échec n'annule pas l'élan. Nous avons pu la nuit des prolétaires. Nous avons pu les voyages assoiffés d'Élysée reclus. Nous avons pu le programme de la Commune. Nous avons pu l'amitié de Louise Michel avec les Canaques. Nous avons pu la démocratie kanak. Nous avons pu la ruche de Sébastien Faure. Nous avons pu légaliser l'avortement et le divorce en 1918. Nous avons pu Alexandra Kollontai. Nous avons pu les communes de Kronstadt et d'Ukraine. Que d'autres qui se prétendaient les nôtres ont rasé, mais n'en parlons plus, n'y songeons plus. Songeons que peu après, nous avons pu la conversion du Ritz de Barcelone en cantine populaire. Nous avons pu sauver de la famine les fous de Saint-Alban, et fort de ce miracle rigoureux, nous avons pu Laborde, nous avons pu, ici et là, éprouver ce qu'un corps peut. Nous avons pu le groupe Medvekin, nous avons pu le combat des foyers Sonacotra. Nous avons créé des squats, partout nous l'avons pu. Partout où nous l'avons pu, nous avons déjoué leurs impostures minables. Nous avons pu cette phrase d'une syndicaliste anglaise à un patron pendant la grève des mineurs. N'insultez pas l'intelligence de la classe ouvrière. Nous avons pu l'intelligence souvent défaite, mais toujours victorieuse d'avoir lieu. Nous avons pu Jean-Marie Straub et Daniel Huillet,
Leur film, leur amour innervé de film, leur film innervé d'amour, et de colère aussi bien sûr, mais ajusté par l'amour. Nous avons pu les free food des diggers, nous avons pu Angela Davis et Jean-Patrick Manchette dans un même pli de l'histoire, notre décennie faste. Nous avons pu rassembler 343 salopes, pas une de moins. Nous avons pu le Front homosexuel d'action révolutionnaire, nous avons pu l'éducation populaire dont Rabat Hammer Zahimesh est advenu. Nous avons pu coaliser les chômeurs à l'orée d'un nouveau siècle. Nous avons pu faire pousser Justine dans un champ de patates de trélière. Nous avons pu High Risk Behavior. Nous avons pu occuper Wall Street. Nous avons pu la coprésidence homme-femme au Rojava. Nous avons pu Anas Kazib. Nous avons pu les conseils du bon gouvernement au Chiapas. Ils durent encore. Chaque année qu'ils durent et s'étendent, nous gagnons en confiance dans notre capacité de durer. Ainsi, nous persistons. Nous nous organisons. Tout le possible est devenu par quelques-uns qui, s'organisant, se prêtent force. Et toutes ces prises, si elles énervent, il faut le dire et le marteler, c'est parce qu'elles blasphèment contre la déesse propriété des libéraux. Blasphémons, camarades, offensons la déesse. Évitons l'émotion du prolétaire isolé, car le prolétaire isolé émeut le bourgeois, alors que le prolétaire organisé l'énerve. Énervons-le. Évoquant Lip, B va très loin, peut-être dans une référence à Ivan Ilitch, mais je n'en suis pas convaincu quand il dit « Nous leur sommes un scandale parce que nous n'avons pas besoin d'eux ». Au total, amis JM, tout cela mène à la joie d'agir, même dans la gravité. Et cette joie, notre joie, est au fond la justification de ce livre, d'où le titre. De cette joie, joie suffisante, B évoque sa suffisance, et sa suffisance, c'est son arrogance. Le punk, dit-il, m'a appris l'arrogance. Non. M'a appris le prix de mon arrogance. Non. M'a appris à arborer mon arrogance comme un bijou. Et voilà, ami Isa, comment je justifie la mienne d'arrogance. C'est elle qui me fait croire que nous n'avons rien à devoir. Ce n'est pas une supériorité morale, mais bien une supériorité. Nous avons à être contents sans fierté de cette joie. Je pourrais terminer encore sur sa diatribe connue contre l'éducation, mais n'est tellement pas propre à ce livre, quoique tellement juste. On ne se réchauffe pas avec un glaçon. L'arrachement à l'institution ne peut s'instituer. Alors gardez-vous de vous détacher de vos amis et luttez pour les droits des individus. Même quand vous luttez dans un collectif de lutte, car le collectif est le moyen, mais l'objectif est l'individu, c'est-à-dire tous les individus. Voilà encore un parfait contraire au libéralisme pour qui l'individu est un moyen pour mouler tout un collectif aux intérêts de quelques-uns. Car camarades, pour terminer sur une dernière formule de B, l'individualisme libéral est une blague.